La France a tout pour réussir. Comme Fred Mazzella dans Les Pionniers, Conto accompagne les entrepreneurs pour simplifier leur quotidien bancaire. BFM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Au sommaire des pionniers cette semaine, on commence par le tête-à-tête où on explore ce qui se passe dans la tête des pionniers avec cette semaine l'un des artistes français les plus vendus au monde. Ses œuvres voyagent des Champs-Élysées à Miami, des grandes stars s'arrangent ses œuvres de Sharon Stone à Justin Bieber en passant par Kylian Mbappé. On serait tenté de le comparer à Andy Warhol ou bien Jeff Koons ou encore David Lynch. En tout cas, il casse les codes puisqu'il est aussi musicien, comédien, producteur de séries. Son modèle à lui, il est unique au monde. Nous aurons l'immense plaisir de recevoir Richard Orlinski. Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons Anne-Laure Monnier, la fondatrice de l'application éducative Nanaba, et Romain Barraud, le cofondateur de Welco, une plateforme de récupération de colis entre voisins. Enfin, en dernière partie, vous en avez l'habitude, Fred répondra à vos questions. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Richard Orlinski. Les Pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Richard Orlinski. Bonjour Richard. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors tu es l'un des artistes français vivants les plus cotés au monde, vivants et jeunes même. Tes immenses sculptures d'animal pixelisées sont un petit peu partout dans le monde, de Paris à Miami, en passant par Courchevel. Et tu dans des centaines de galeries dans le monde, évidemment, et tu es surtout bien plus qu'un sculpteur, puisque tu es multiforme. Pour toi, ce qui compte, c'est l'art, c'est même l'art partagé par tous. Donc, tu es également comédien, tu es également musicien, tu fais des one-man shows et tu fais des dessins animés. Tu vas nous parler de tout ça. Alors, tu connais le principe de l'émission. Le but, c'est d'aller explorer les émotions que tu peux avoir derrière ce que tu fais, parce que ce que tu fais, on le voit. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir d'où ça vient, tout ça. Savoir comment on arrive à faire des choses que les autres n'ont jamais faites et qu'on voit à la fois tout le travail, toute la passion et toute l'anticipation que ça demande. Donc, on va pouvoir explorer tout ça. On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous montrer quelques passages de ton parcours. Et on va commencer par le début. Alors, tu es né le 19 janvier 1966. Bon anniversaire, à quelques jours près. Ouais, c'est pas loin, c'est pas loin. Tu as grandi à Paris. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton enfance, ce que tu en retiens? Mon enfance à Paris? Oui, je suis né à Paris, j'ai jamais bougé de Paris, donc en même temps c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de voyages. Non, écoute, enfance assez simple, esprit de compétition jusqu'au CM2, avec toujours vouloir être le premier, toujours compétition scolaire ou compétition course? Scolaire. Oui, course aussi. J'ai fait. J'étais dans la compétition très tôt, et c'est juste que je me suis mis tout seul en tête. C'est assez drôle. En 2000, je sais plus combien, mais à l'âge de 11 ans, j'étais champion de France de course de vitesse. J'ai été champion de France de saut longueur. Et effectivement, à l'école, si j'étais pas premier, j'étais pas content, il y avait un problème. Et alors donc, est-ce que tu savais déjà ou tu voulais déjà être artiste? Est-ce que l'art, c'était quelque chose d'important? Pour moi, c'était important, effectivement. Alors, pas tout petit, je voulais être vétérinaire, donc j'adorais les animaux. C'est une sorte de... Oui, ouais. C'est un peu ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, il y a à côté. Oui, effectivement, en plus, c'est une cause qui me tient à cœur. Mais non, je voulais être vétérinaire tout petit. Et ensuite, effectivement, avec le temps, je voulais me diriger vers une carrière artistique. Alors, c'était pas forcément de la sculpture, de la peinture, ça pouvait être effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, du théâtre, du cinéma, de la musique. J'aimais toutes les formes d'art en réalité. Et pour moi, d'ailleurs, l'art, c'est quelque chose d'universel. Il y a des petites variantes, mais tout ça, ça fait qu'un seul. Et d'ailleurs, si on revient d'ailleurs dans l'ancien temps, l'art, c'était quelque chose d'assez généraliste. C'est aujourd'hui où on met des cases, où tout est séparé, où voilà. Mais il y a peu de crossover, quoi. En France, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, il y a beaucoup de crossover. On n'a toujours que 7 arts, c'est ça? Ouais, bon, aujourd'hui, on a développé quand même tellement de choses aujourd'hui avec d'autres encore possibilités. Alors, tu poursuis quand même ce rêve d'artiste en intégrant l'École nationale d'art plastique justement à Neuilly, puis tu changes de direction, tu entres à l'Université Paris 1 et à l'Institut de Management International de Paris. Qu'est-ce qui t'a fait justement partir un peu vers l'art, puis après changer, bifurquer?
C'est ça. C'est juste matériellement, il faut survivre, quoi. Et l'art, l'art est difficile. Bah, oui, quel que soit l'art, quand tu es comédien, tu es un musicien, tu es saltimbanque, hein, les cachets, etc. Ouais, c'est difficile, ça met du temps, quoi. Ça met du temps. Moi, quelque part, j'avais une envie de sortir d'où j'étais, puisque j'étais en plus entouré, comme je te l'ai dit, de gens qui avaient les moyens. Moi, je me souviens encore que quand j'étais en 6e, c'est mon pote qui me payait le McDo le mercredi ou le samedi après-midi et le cinéma, tu vois. Donc c'était quand même. Alors aujourd'hui, ça paraît impensable, ça n'existe pas, mais à l'époque, c'était beaucoup d'argent, en fait. Je veux dire, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a une accessibilité, une société de consommation qui fait que tout est plus facile, en tout cas pour ces choses, on va dire, de base. Mais à l'époque, c'était quand même un luxe. Et du coup, j'ai vraiment eu besoin, effectivement, de gagner ma vie. J'avais une envie très tôt de créer une famille, en fait, de pas refaire ce que j'avais vécu, mes parents, le divorce, les complications, etc., etc. Donc, j'avais envie de changer tout ça. Et je me suis rendu compte que, même si j'ai fait des castings dans le cinéma, dans la pub, je me suis rendu compte que c'était compliqué avant d'y arriver. Enfin, il y avait vraiment, c'était un parcours du combattant. Et je me suis dit, écoute, concentre-toi sur quelque chose de plus pragmatique. On va faire un truc plus prévisible, plus sûr. Et du coup, pour earn your living, et donc pour gagner sa vie. Et du coup, j'ai suivi un cursus traditionnel avec un truc, voilà. C'était pas le truc que je m'éclatais, mais voilà. C'est comme ça que tu deviens agent immobilier et designer. Oui, j'ai fait plein de métiers. Une fois que j'ai fait j'ai fait une licence de gestion. Une fois que j'ai fini ce truc-là, et même pendant ce temps-là, pendant la fac, je travaillais, j'étais coursier pendant la fac. Tout le monde trouvait que tu étais plutôt bon dans ce métier-là, mais toi, c'est pas ce qui te plaisait le plus. Et donc là, il y a un moment, tu t'es dit, ouais, je vais m'orienter. Comment ça s'est passé justement au niveau de ce que tu as ressenti à ce moment-là pour décider d'aller? Alors, en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est que j'étais malheureux, en fait, tout simplement. C'était pas plus compliqué que ça. C'est que j'ai l'impression de mener une existence vide de sens. Et le problème, c'est que même si tu gagnes bien ta vie, etc., et que tu as l'impression que je crée des choses. Et puis je m'en désintéressais très rapidement. Donc j'aime bien. Je suis un développeur, je suis un entrepreneur, donc j'aime bien le début de l'histoire, mais dès qu'on a passé quelques jours après, je me désintéresse et je me dis que je sers plus à grand chose finalement. Donc toi, tu sers au démarrage, voilà, pour poser les jalons, la direction, la vision. Voilà. Et je me suis dit mais c'est dommage d'utiliser que 5% ou 10% de ses capacités et ça me passionne pas. Et donc je me suis dit à un moment. J'étais triste, j'étais pas bien, j'entrais le soir, j'étais mal chez moi, j'étais dans un costume qui paraissait assez joli avec une belle voiture, une belle maison, une belle famille, mais c'était pas ça n'allait pas. Et donc je me suis dit bon écoute, allez, prends le risque de changer et de faire quelque chose qui est diamétralement opposé et te lancer dans ce que tu as toujours voulu faire depuis ton plus jeune âge, depuis l'âge de 4 ans. De lancer dans une carrière artistique et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai eu la chance que ça marche. Mais donc tu t'es mis dans un garage, un peu comme un start-upper californien. Exactement. Mais pour faire de l'art. Et donc là, tu as sorti ta première œuvre, Born Wild, le crocodile rouge. Ouais, tout à fait. C'était pas rapide. Hein, j'ai mis 2 ans. Pourquoi un crocodile? Oui, non, c'est pas rapide, mais 2 ans. Oui, alors aujourd'hui, je peux te faire une œuvre en 2 heures. Oui, d'accord. Oui, c'est comme l'histoire de Picasso qui dit que quand il fait un tableau, en fait, ça lui a pris 50 ans. Oui. Ça lui a pas pris le temps de faire le tableau. Oui, effectivement. Oui, il y avait la maturation, effectivement, la maturité que tu apprends, oui, effectivement. Pourquoi le crocodile? Le crocodile, c'est un animal qui m'a toujours passionné. De par déjà ce qu'il représente, je ne sais pas si tu es au courant, mais il a une origine de plus de 300 millions d'années. Il a réussi, grâce à son métabolisme, à survivre à tous les cataclysmes, à l'ère glaciaire, au feu, etc. 300 millions d'années, c'est même avant les dinosaures. Voilà, bien avant les dinosaures. Il est capable, en fait, avec son cœur, on l'étudie encore aujourd'hui, de se mettre en état de coma pendant 6 mois, de pas manger, de pas boire, de pas respirer. Enfin, c'est un truc qui est incroyable déjà dans ce que ça représente. Le fait qu'il ait été témoin de toute l'histoire. Et de l'humanité, etc. Je trouve ça incroyable. Un truc et le ver de terre aussi, il a tout vu. J'en sais rien. Moi, le ver de terre, je le connais pas. Si, c'est 300 millions aussi. C'est moins sympathique, un ver de terre. Un crocodile sympathique. Ouais. Après, moi, le crocodile que j'ai fait, il n'est pas très ressemblant au vrai crocodile. Quand tu regardes un crocodile, il a une toute petite gueule et un très grand corps. Et moi, en fait, j'ai fait un peu le nombre d'or. J'ai fait 33, 33, 33.
la gueule égale la queue. Donc il y a eu une recherche, si tu veux, de un peu transformer la nature dans quelque chose, dans ma vision en tout cas de l'esthétique de beauté. Et les gens, quand ils voient le crocodile, ils se rendent pas compte. Mais si tu fais Google Images et tu regardes le croco, en fait, ça ressemble pas du tout. Mais en tout cas, dans l'inconscient collectif, j'ai réussi à capter quelque chose, en tout cas, qui faisait sens, avec des couleurs qui faisaient sens, et parler aux enfants aussi. C'était important pour moi. J'étais très attaché à parler aux enfants très tôt, en fait. Voilà. Et alors, tes sculptures sont devenues iconiques. Stéphanie. Des sculptures iconiques que l'on a tous croisées au détour d'une rue à Paris, dans les stations de ski, à la FIAC ou encore à la télévision. Parmi elles, vous en avez parlé, il y a le crocodile en résine rouge, le Kong, la panthère, l'ours, le lion, le requin et j'en passe. Un bestiaire hyper flashy et géant, mais pas uniquement. En résine, en marbre, en inox, en aluminium ou même en or, vos sculptures connaissent très vite un succès international. Parmi vos premiers clients, il y a Sharon Stone, Pharrell Williams, mais aussi Justin Bieber ou encore Kylian Mbappé, représentés par plus de 90 galeries à travers le monde, en France et dans le monde. Vous êtes l'un des artistes contemporains français le plus vendu sur le marché. Bah merci, écoutez, je peux y aller maintenant, c'est bon. Non, on a encore, on a toute la suite parce que c'est pas fini. J'ai découvert tout ce que tu as fait. Je vais t'en parler. Ah d'accord, ok. Non, alors c'était comment le début? Parce que t'as pas tout de suite vendu des sculptures à Pharrell Williams et Sharon Stone. Non, si. Alors ça, si. Le début, si tu veux, le début assez étonnant parce que fort de cette création que j'ai mis 2 ans à réaliser avec mon côté perfectionniste et travailleur, je vais un petit peu naïvement présenter ce travail à une galerie dont on me parle. Je rentre dans cette galerie, il y a le galeriste qui me reçoit, qui me dit « Ah ouais, c'est super, c'est génial, etc. » Et qui me dit « Mais le problème, cher monsieur, ou je sais plus comment il me dit, c'est que bon, c'est super, mais vous n'êtes pas connu, donc ça c'est compliqué. Par contre, moi j'ai une idée, on va faire signer cette œuvre par un artiste connu, et du coup, je pense qu'on va faire un carton. » D'accord. Voilà. Et donc du coup, mais ça m'a un peu, tu sais, t'accuses le coup, tu regardes le mec il sait de ce qu'il parle, c'est comme un truc. Il dit que ça va gagner de l'argent, que machin, t'es là à te regarder, tu réfléchis, mais t'es un peu surpris, t'es un peu choqué comme un boxeur choqué. Je suis reparti, j'ai réfléchi, je me suis mis dans ma voiture, j'ai réfléchi, j'ai dit, je vais pas moi me bagarrer, me taper, développer quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai décliné cette offre et puis après j'ai trouvé des moyens parce que je n'étais pas accueilli. Je me suis rendu compte qu'on m'attendait pas les bras ouverts dans ce métier et donc j'ai pris des chemins de traverse comme Harry Potter, la voie 9 3/4 et j'ai trouvé des petits subterfuges avec mon expérience justement que j'avais acquise aussi dans mes études et dans mes précédentes vies. Je me suis servi de tout ça pour faire quelque chose d'un petit peu de pas être en demande et de donner l'impression en tout cas à la personne qui est en face de toi que c'est elle qui a besoin de toi. Et alors donc en 2016, tes œuvres sont exposées dans 90 galeries quand même à travers le monde. Pourquoi ça a aussi bien marché du coup à l'international? J'ai l'impression que ça a marché peut-être même plus ou plus vite à l'international que ça a pu marcher en France. Non, ça a bien marché en France aussi. On a au début quand je sors ce crocodile, la galerie qui était en charge de les vendre, on a vendu 20 la première semaine, ce qui est beaucoup pour une galerie. Donc il y a eu un côté d'emballement. Effectivement ensuite Sharon Stone qui m'a acheté des pièces très rapidement, Andy Garcia qui a été aussi un des premiers fans quand j'ai fait le festival de Deauville où j'ai exposé mes œuvres aussi au festival. Donc il y a eu pas mal d'éléments déclencheurs et du coup, alors évidemment c'est une progression, mais il y a eu plein de petits éléments. Il y a toujours eu comme des petits événements qui ont fait que j'ai exposé dans un hôtel qui s'appelle le Murano, où on l'appelait l'hôtel au crocodile parce qu'il y avait que des crocodiles partout, avec la belle cheminée, le grand Chesterfield blanc, et donc c'était un peu. Il y a eu un côté. J'ai su faire en sorte qu'il y ait un côté un peu iconique à ce travail, et du coup, et ça a été publicité effectivement par des célébrités, et du coup, ça a permis effectivement de développer gentiment. J'avais que ça au début, donc forcément, j'avais qu'un crocodile. Hein, donc. Et justement, beaucoup aussi aux US, hein, c'est-à-dire que il y a un côté assez, je trouve, américain, voire californien même dans tes œuvres. C'est très coloré. C'est pop art. Ouais. Donc il y a le côté ça fait penser à Warhol ou à Koons. Ouais, tout à fait, c'est assez pop. Donc du coup, effectivement, à l'international, mais en Europe aussi, en Suisse, en Italie, au Liban, dans beaucoup de pays du Middle East aussi. Donc il y a eu effectivement un engouement. Mais ça s'est fait progressivement, hein, ça n'a pas été du jour au lendemain. Mais disons qu'à chaque fois, il y a des petits éléments déclencheurs qui ont fait qu'on a augmenté la visibilité, les émissions de télé. Enfin bon, voilà, il y a eu plein de... Alors, comment on les fabrique, toutes ces pièces-là, dont certaines sont assez monumentales?
Alors, il n'y a pas de règle en réalité. À la base, les premières, je peux te dire comment elles s'étaient fabriquées, avec du plâtre, avec de la plastiline, avec de la mousse de polyuréthane qu'on vient tailler au cutter. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, on a des moyens... T'as une fonderie, hein? Oui. Aujourd'hui, on travaille plus avec, pour le démarrage de la création de l'œuvre, en tout cas, avec on te l'informatique. voit justement, enfin, on voit ta fonderie. Ouais, en train de fondre, là. On est en train de fondre des lingots de bronze. Mais l'idée, au début, c'est qu'on travaille à partir d'un fichier 3D. Donc, on travaille avec de l'informatique. Comme ça, on peut retoucher tant qu'on veut. Et dès qu'on est satisfait, on fait une impression et on regarde. Et ensuite, on va venir avec une machine 5 axes taillée dans de la mousse pour avoir le masterpiece. C'est plus fait à la main, si c'est la question à laquelle... voilà. On a une question pour toi d'un invité surprise, un autre pionnier que tu connais. Et donc, on va écouter sa question. Salut Richard, c'est écrit, ça va déjà, j'espère que tu vas bien et je te souhaite une super année 2023. Alors écoute, j'ai une question en double, en quelque sorte. Alors on sait, tout le monde connaît tes œuvres avec ces sculptures un petit peu carrées, avec des bords carrés. Alors la première question, c'est comment tu as fait pour trouver cette œuvre un petit peu originale qui fait comme ça des sculptures carrées, qui est devenue clairement ta marque de fabrique. Et finalement, la deuxième question, comment tu fais pour ne pas être enfermé dans ces sculptures carrées et justement totalement te réinventer et pas devenir un artiste trop commercial. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'imagine, en tant qu'artiste, on doit vouloir toujours se réinventer et à la fois toucher le plus grand nombre en quelque sorte pour vendre ses œuvres, mais à la fois rester toujours extrêmement trendy, extrêmement voilà, unique par rapport à ça. Donc comment tu fais pour mélanger ces deux mondes? C'est une belle question, ça. Donc, bonne année à toi aussi, si tu entends l'émission, en tout cas. Il la regardera, c'est sûr. Comment? Il la regarde? Bon, ça va. Donc, et voilà. Et puis, ça sera avec grand plaisir que l'on se voit cette année. Alors, la première des questions, c'était comment j'ai trouvé le style. C'est très simple. En réalité, pour être tout à fait honnête, c'est une anecdote. Hein. Donc, comme ça, tu vois, la vie, c'est fait d'anecdotes. J'ai un de mes collectionneurs qui est fan de panthères. Et qui a toutes les panthères, toutes les formes de tous les artistes, etc. Et moi, pour moi, la panthère, c'est un animal qui m'inspirait pas à la base. Parce que la panthère, quand tu regardes bien, c'est une espèce de grand chat avec une toute petite tête. C'est pas super... Enfin, tu vois, c'est un chat allongé avec une petite tête. Enfin, c'est pas le truc le plus incroyable. Et puis, ce pote collectionneur me n'arrête pas de me dire, allez, quand tu me fais une panthère, et un jour, je me suis énervé, j'ai dit, écoute, on va aller au Disney Store, je vais te prendre une panthère chez Disney, je vais te la résiner avec un truc, et puis comme ça, tu arrêtes la panthère et tu arrêteras de m'emmerder. Mais c'était façon de... je sais pas pourquoi. Et après, j'ai réfléchi, je me suis con, pourquoi pas? Et donc, c'est pas... Et donc, j'ai réfléchi, et j'ai commencé à dessiner un animal assez féminin avec associé à une femme, parce que pour moi la panthère c'est un côté un peu sensuel, et en changeant complètement les proportions. J'ai multiplié par 3 ou par 4 la tête, j'ai équilibré, etc. Et puis je me suis dit j'ai envie de faire un truc du coup un peu style néo-futuriste, un peu dans la guerre des étoiles avec toutes les formes un peu effectivement, etc. Et reprendre aussi un peu le style des années 30. Et donc c'est là que je me suis servi un peu du cubisme aussi, inspiration, Braque, Picasso, enfin tu vois. Et donc tout ce mélange de choses a fait qu'est sortie cette panthère à facettes. Et c'est la première fois que j'ai fait ça, j'ai dit putain mais c'est génial. Et du coup je l'ai remercié, je lui dis tu vois grâce à toi et grâce au fait que je t'ai plus ou moins mal parlé, malmené sur ton, parce qu'il toutes les semaines il disait la panthère. Et donc du coup ça m'a fait cette création et ça a été un vrai best-seller et un vrai succès. On l'a sorti, on l'a inauguré, je sais plus quand, en 2010 je crois. C'était au Phuket, je crois. Et du coup, c'était un super truc et ça a cartonné, ça a super bien marché. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Je suis pas enfermé dans ce style parce que je continue à faire des œuvres qui sont pas forcément à facettes, mais c'est une marque de fabrique quand même. C'est une marque de fabrique, mais ma force aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est effectivement de savoir se réinventer. C'est la liberté. C'est-à-dire que quand je peux étudier n'importe quel sujet. Aujourd'hui, il y a des caméras autour de nous. Si je peux dire en sortant, tiens, ça serait cool de faire une caméra. Et donc, je vais faire cette caméra. Et je l'ai fait depuis le début. Donc, les gens au début, même mes partenaires dans les ateliers, me disaient, mais c'est Porlinsky, là, c'est Porlinsky. Je dis, mais qu'est-ce qui te dit que c'est Porlinsky? Et en fait, quand tu réfléchis, il y a toujours un lien. Tu trouves toujours le lien, etc. Moi, je le vois pas au début. Mais avec le recul, je me dis, finalement, j'ai fait ça pour ça. Mais je me rends compte que, a posteriori. Donc, en réalité, cette liberté que j'ai prise au début, et c'est très intéressant la question qui est posée à Chris, parce que moi, je vois aujourd'hui beaucoup d'artistes sont enfermés dans leur style. Et
au-delà de ça, les peintres, par exemple, j'ai pas envie d'en citer, mais qui font un style, et dès qu'ils changent de style, les gens ne veulent plus acheter leur peinture. Et donc, ce qui est coté, c'est la peinture qui a été cotée telle année, mais le nouveau style ne plaît pas. Et moi, comme dès le départ, j'ai insufflé des trucs, j'ai travaillé sur l'armée russe, j'ai travaillé sur la guerre froide, j'ai tellement étudié de domaines différents, sur effectivement les animaux préhistoriques, sur les vêtements, les jeans. Donc tout ce qui me passait par la tête, j'ai eu envie de pouvoir le concrétiser, le matérialiser, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vraie liberté d'expression. Et puis aussi dans les techniques, quand je fais des panthères ajourées avec le côté des dentelles que je viens réétudier. Et puis on a aussi un phénomène dont il n'a pas parlé, qui nous pousse aussi à se réinventer, c'est la copie. Parce qu'il y a tellement de copies à travers le monde. Je pense que c'est un des artistes les plus copiés au monde de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? C'est pas parce que j'en suis pas fier ni quoi que ce soit, c'est parce que comme ça se vend et que les gens sont capables, je dis pas la non-culture, mais qui sont capables de vouloir avoir la même pièce et payer des milliers d'euros pour quelque chose qui vaut rien finalement. Bon, c'est un phénomène qui est très actuel. Donc tu vois que dans des pays, tu vois même dans des pays, mais plein. Tu vas en Turquie, au Maroc, en Chine, même dans des stations balnéaires à l'époque, voilà, d'Europe de l'Est, où tu vois des trucs tout est faux de A à Z, quoi. Et il y en a partout. Et alors tu te réinventes tellement. Un jour, tu te dis, il faut que je sorte aussi de mon domaine de sculpture, parce qu'en fait, la case sculpture, elle est trop petite quelque part pour une expression artistique globale. C'est même en discutant avec Ruquier, tu m'avais dit que Ruquier t'a dit, je veux bien te faire passer dans mon émission, mais je sais pas dans quelle case te mettre. Et donc c'est le déclic, tu te dis, je vais me diversifier, je vais sortir de la case sculpture, même pas trop de cases, et tu te lances dans la musique. Un premier single, Heartbeat avec Eva Simmons, suivi de plusieurs autres, et ton dernier single qui s'appelle Icy avec Nicky Jam et Tory Lanez, qui est sorti en juillet 2022 et dont on va écouter justement un extrait. Tu poursuis en 2019, tu fais salle comble à l'Olympia pour un one-man show. Alors cette fois-ci, le spectacle s'appelle Tête de Kong, en référence à ta sculpture justement, Kong, le gorille. Alors tu vas vraiment là où on t'attend pas, là, tu es en train de... Tête de Kong. Oui, là, voilà, avec ou sans G. Avec ou sans G, exactement, avec une écriture de Laurent Baffy. Et donc voilà. Là, c'est complètement inattendu. Là, tu fais... Enfin, c'est... Tu savais, toi, un jour, que tu ferais un one-man show? Non, pas du tout. En fait, pour le one-man show, dans l'ordre, ce qui est important, on a parlé de la musique, il y a un truc important dans la musique, c'est que j'ai eu la chance de créer ce titre qui était numéro 1 des charts pendant presque 3 semaines, de l'Airplay, ce qui est incroyable pour un premier single, disque d'or. Je m'en suis rendu compte que l'année dernière, parce que on n'avait pas checké, mais il était disque d'or, donc j'ai reçu mon disque d'or. D'accord. Enfin, un truc donc ça en plus comme... Ouais, premier... T'as pas essayé de faire une sculpture disque d'or avec des facettes? Non, pas encore, non. Ah, ça se tente, hein. Donc c'était comme une expérience assez intéressante et assez sympa. Et aussi, pourquoi je parle de ça, c'est pour aussi un truc un peu anecdotique, c'est que j'avais fait d'autres sons avant, mais dont j'étais pas fier. Et j'ai eu des problèmes d'ailleurs avec mon entourage parce que j'avais créé des sons, c'était clippé, ça devait sortir. Et au dernier moment, c'est ça aussi, c'est important, le libre arbitre et les déclencheurs et les émotions et tout ce dont on peut parler, c'est que quand t'es pas fier de ton projet, eh ben j'avais un truc qui me dérangeait, j'avais une boule dans le ventre, ça n'allait pas, etc. Et au dernier moment, j'ai dit à tout le monde, on sort pas, j'arrête pas, ça va pas marcher, ça me plaît pas. Et tous, ils m'en ont voulu, etc. Je me dis, tout le monde a été payé, on doit rien à personne, donc on a arrêté. Ça a fait beaucoup d'histoires, mais qu'est-ce que je suis content parce que finalement, 1 an après, je sors ce son et qui n'aurait jamais eu la carrière de l'autre. Donc tu vois, je pense que dans la vie, il y a aussi des espèces de micro-échecs provoqué ou non, mais il faut s'écouter beaucoup, quoi. Tu évolues d'art travail style, tu as même fait évoluer ton art, tu as des œuvres en NFT, tu as essayé ça aussi, et finalement ta place elle est un petit peu partout où l'art se transmet plus facilement au plus grand nombre. Stéphanie? Oui, effectivement, en 2021, vous êtes nommé officier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. La même année, vous sortez une série documentaire intitulée Sur les murs, consacrée au street art. C'est sur TV5 Monde, dans laquelle vous mettez en lumière les artistes francophones
en Europe et aux États-Unis, mais pas seulement dans le reste du monde également. La deuxième saison est sortie en octobre dernier et c'est aussi à la fin de l'année dernière que vous vous êtes produit sur la scène de la Comédie de Paris dans ce spectacle intitulé Cabaret avec un K. Vous revenez notamment durant ce spectacle sur votre parcours évidemment, mais aussi avec des petites anecdotes sur l'histoire de l'art, je crois. Absolument, oui, je raconte des choses sur l'histoire de l'art. Bah oui, les gens, ce qui est sympa, c'est qu'ils aiment bien apprendre des choses. En fait, alors j'ai un public qui est assez hétéroclite en réalité, parce que c'est des gens qui m'ont connu dans la musique, qui m'ont connu dans l'art, qui sont des clients du shop. C'est vraiment, voilà, il y a tous les âges. C'est de 7 à 77 ans avec des milieux différents. Donc c'est assez marrant parce que je réunis vraiment un public. Généralement, un artiste, il a son public. On connaît le public Bigard, on connaît le public de Kev Adams. Moi, vraiment, mon public, c'est composé de plein de choses différentes. Donc, il faut arriver à plaire à tout le monde. C'est pas évident. Un peu comme tu as pas mal d'amis, quand tu as plusieurs groupes d'amis et que tu fais ton anniversaire. C'est très compliqué. C'est comme sur mes réseaux. C'est compliqué parce que quand je pose trop de sculptures, eh ben, ça fait chier les autres. Quand je pose trop de lifestyle, les gens, ils veulent des sculptures. Donc, en fait, quand tu as comme ça plusieurs vies, c'est très compliqué que ça satisfaire tout le monde. Mais du coup, j'essaie de distiller effectivement quelques petites anecdotes sur l'art, quelques petites choses sur ma vie. Et voilà, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Mais franchement, l'exercice, pour le coup, il est pas facile. Tu fais beaucoup de collaborations avec des marques, de Lancôme à Disney, notamment. Et tu as aussi d'autres projets. Tu vas lancer un dessin animé, c'est ça, dans quelques temps là? Alors, je fais beaucoup de collaborations. Dans les grosses collaborations, il y a Hublot aussi, il y a Bic, qui est quelque chose qui est assez important, mais j'en ai effectivement beaucoup d'autres. J'adore faire les collaborations, de donner une nouvelle image. Je trouve que ce mariage entre une marque et un artiste, elle est incroyable. Et on peut faire tellement de choses sympas. Il faut qu'en tout cas, ça soit un mariage. Et effectivement, on a un dessin animé. Qu'est-ce que tu vas chercher avec le dessin animé? Tu vas chercher de nouveau? Le dessin animé, c'est encore une forme d'expression que je trouve géniale. Déjà des messages, parce que déjà dans un dessin animé avec du sens, c'est un format famille où on va avec, on a des messages sur la protection de la planète, on a des messages de la bienveillance pour les enfants, les parents. Enfin, oui, t'as un espace où tu peux rajouter du texte. Ah bah oui, tu rajoutes du texte, tu rajoutes des messages. Enfin, il y a des vraies vertus, si tu veux, bienveillantes, éducatrices, formatrices. Enfin, l'avantage, c'est ça, le dessin animé, c'est que ça peut te permettre de communiquer avec le plus grand nombre encore. Moi, toujours, j'aime bien communiquer. C'est mainstream, c'est accessible à toutes les bourses. Donc, bon, il y a quand même beaucoup de paramètres qui rejoignent mon univers. Et c'est animé, tu peux faire, moi, mes sculptures, elles bougent pas. Donc, là, l'avantage, c'est que tu peux faire bouger, tu peux faire vivre, en tout cas, des caractères, ce qui est quand même plutôt sympa. Et on a beaucoup de chance parce que tu as aussi fait des livres. Alors, tu as fait celui-ci. Ce livre-là, qui est très grand et qu'on ne peut plus acheter d'ailleurs, 2500 exemplaires. Qui est très marrant, mais aussi un livre que tout le monde peut se procurer qui s'appelle Pourquoi j'ai cassé les codes. Pourquoi j'ai cassé les codes. Alors pourquoi? Parce que j'avais pas le choix. J'ai pas eu le choix. Voilà, c'était simple. Sinon, je n'aurais pas cassé les codes et peut-être que j'aurais pas eu la carrière que j'ai aujourd'hui. Et dedans, tu reprends tous tes mantras, la valeur du travail, savoir compter sur soi, le timing qui est très important. En fait, l'idée dans ce livre, c'était pas tellement de faire une biographie ou une autobiographie. L'idée, c'était de vraiment pouvoir apporter à ceux qui en ont envie des tips et des conseils dans leur vie de tous les jours. Et donc à chaque paragraphe, à chaque chapitre, je clôture effectivement parce que moi j'ai appris. Alors je dis pas qu'il faut le suivre à la lettre, mais en tout cas ça a aidé puisque j'ai reçu beaucoup de courriels suite à ce livre, et beaucoup de gens m'ont dit que ça les a beaucoup aidés en tout cas dans leur vie. Donc même si j'avais pu aider 2 personnes, j'aurais été content, ça m'aurait suffi. C'est-à-dire que le boulot était fait. C'était vraiment l'idée de partager avec le plus grand nombre et de pouvoir, en tout cas, donner un aperçu de ce que moi j'ai vécu et peut-être gagner du temps. Une manière aussi de squeezer un petit peu et de bypasser certaines étapes que moi j'ai dû, en tout cas, subir. Et le partage d'expérience, ça sert à ça. Richard, merci beaucoup de nous avoir partagé ton énergie, ton optimisme, ton dynamisme, ta vision, ta passion. À bientôt en vrai ou en... BFM Business. La France a tout pour réussir.